Bonjour. Avant de commencer, je voudrais que vous imaginiez une scène qui a eu lieu il y a quelques années dans mon EHPAD, qui est du côté de Roquefort-la-Bédoule. Cette scène, c'était dans une réunion avec mes soignants, et il y a une aide-soignante qui lève le doigt et qui dit: Je suis embêtée avec Madame X, qui a une agressivité le soir quand je fais les soins. On appelle ça l'opposition aux soins. Et elle me dit, cette jeune aide-soignante, elle me dit: Mais quand je lui parle de l'Algérie, cette dame était née en Algérie, elle était pied noir. Quand je lui parle de l'Algérie, c'est une dame qui avait l'Alzheimer, hein, je peux enfin accéder à son corps et faire les soins. Ben, cette dame, cette aide-soignante, avait mis en place une méthode qui s'appelle la thérapie non médicamenteuse personnalisée que j'ai créée il y a 7-8 ans, quand j'ai fait mes livres, qui consiste à prendre en charge les troubles du comportement en fonction de la personne. Le trouble du comportement, c'était l'opposition aux soins. La cause, donc il y a une réflexion en réunion, c'était une angoisse du soir qui est très fréquente dans la maladie d'Alzheimer, qui s'appelle l'angoisse vespérale. Elle s'était mise en lien toute seule avec la projet, la vie de la personne. Elle savait qu'elle était née en Algérie. Et elle avait même mis en place une thérapie non médicamenteuse qui s'appelle la réminiscence thérapie, c'est-à-dire se mettre en lien avec le souvenir de la personne. Et puis nous, ensuite, on n'avait plus qu'à développer ça. On est allé sur Google Earth chercher l'endroit où elle était née en Algérie. On a ramené des objets, des photos. On est allé voir la famille pour développer cette thérapie. Vous voyez, ce cheminement de prise en charge des troubles du comportement de la maladie d'Alzheimer, c'est un cheminement bien traitant et qui permet de réfléchir sur les causes et de les traiter éventuellement sans médicament. Alors, je suis médecin psychiatre, je ne suis pas contre le médicament, mais je suis le médicament, parce que quand je fais pas mal de conférences et on me dit toujours: docteur, vous êtes contre le médicament. Non, je ne suis pas contre le médicament, je suis pour le médicament thérapeutique et pas de contention chimique. C'est-à-dire que si il est agité, je mets un neuroleptique, ça ne me va pas trop. S'il est agité et que la cause est une hallucination, alors là, on pourra un peu s'aider d'un produit. Mais l'idée, c'est de mettre des produits qui non seulement doivent être thérapeutiques, mais en plus doivent faciliter la mise en place du non médicamenteux, la réflexion par rapport aux personnes. Voilà, donc pour finir, ça c'est le préambule, mais c'est pour vous dire quand même qu'en tant que psychiatre, quand j'ai créé l'établissement, ce qui m'avait marqué dans la maladie d'Alzheimer, vous savez tous, je ne vais pas vous apprendre qu'elle provoque un trouble cognitif, essentiellement lié à un trouble de mémoire, mais pas que, mais elle provoque surtout des troubles du comportement. La personne devient presque folle. Il y a des troubles du comportement secondaire, des troubles avec des oppositions, des agressivités, des déambulations, des agitations, des fugues qui épuisent les soignants quand ils s'en occupent, les aidants familiaux évidemment, et la personne elle-même. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Malheureusement, alors évidemment, il y a un travail, je crois tout à l'heure, il y a Mira Didi qui va parler en tant que neurologue de la maladie d'Alzheimer. Il y a du travail sur la cause de la maladie, mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a ni médicament ni non-médicament qui va freiner le déclin intellectuel. Par contre, on a des arguments, on a des outils non médicamenteux pour prendre en charge les troubles du comportement de la maladie et de rendre cette maladie beaucoup plus supportable pour la personne ou évidemment pour l'aidant qui va s'épuiser, qui en plus, un aidant fort, on le sait, est un aidant qui va diminuer la vitesse du déclin cognitif de la malade ou du malade dont il s'occupe. Alors, pour continuer, ça c'était pour me présenter, mais pas vraiment parce que j'ai envie de dire qui je suis, mais parce que en tant que directeur d'EHPAD et en tant que psychiatre, j'ai vu ça. Et en tant que médecin expert de l'ARS, on met en place de plus en plus dans les structures des EHPAD, qui sont évidemment, vous le savez tous, actuellement dans un bashing, quelquefois à juste titre, quelquefois non. Et on essaie de réfléchir à mettre de plus en plus en place des structures qui vont permettre de prendre en charge ces fameux troubles du comportement avec une action bienveillante. Ça permettra à la fois de traiter ces troubles de manière bienveillante, mais en même temps, préserver les soignants qui, en plus, peuvent partir des EHPAD parce qu'ils sont en difficulté. Je suis aussi donc on a mis des structures comme des PASA de nuit, des structures de prise en charge des troubles du comportement la nuit, le jour, pour essayer de prendre en charge ces troubles du comportement de manière bienveillante. Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle A3, les aidants A3, c'est une association d'aidants et auquel je tiens beaucoup parce que c'est ce que je viens de vous dire, si on ne prend pas en charge ces aidants familiaux, on aura une catastrophe, parce que ces aidants familiaux, c'est le socle de la prise en charge à domicile
des personnes atteintes de ces maladies. Alors, Alzheimer et toutes les maladies neurodégénératives, mais surtout la maladie d'Alzheimer, c'est 1 million de cas en France quand même, hein, à peu près 200 000 nouveaux cas par an, donc c'est quand même pas une maladie marginale. Et il est important de les prendre en charge. Alors, ce dont je vais vous parler là, c'est comment prendre en charge de manière non médicamenteuse la maladie. Évidemment, je ne vais pas vous citer toutes les thérapies non médicamenteuses, on en aurait pour 3 jours. En plus, je ne vais pas vous les citer parce que ce n'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'a un peu gêné quand je me suis intéressé à ça, et je l'ai encore dit à un congrès de gériatrie la semaine dernière à Montpellier, ce qui me gênait un peu, c'est qu'on me dit parler du Montessori, parler de la validation. C'est très bien, ce sont des superbes techniques, hein, Montessori. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'individu. C'est qu'à chaque individu, vous aurez une thérapie adaptée à vous. C'est un petit peu comme si je vous disais, bah, tiens, on va mettre un antihypertenseur à tout le monde dans une maison de retraite, et puis ça va régler le problème de l'hypertension. Ben non, on mettra l'antihypertenseur à celui qui a une hypertension artérielle. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir au trouble du comportement, c'est le cas de figure dont je vous ai parlé, la cause de déclenchement. Il y a des causes de déclenchement. Hein, des angoisses, des dépressions, des troubles psychotiques, qui sont des fois psychotiques. Hein, vous savez ce que c'est que la psychose, hein, c'est la schizophrénie, c'est la paranoïa. Ils ont des troubles psychotiques secondaires. C'est-à-dire que des fois, ils vous disent il faut absolument que j'aille voir maman. Maman est pourtant morte il y a 20 ans. Hein. Il faut que j'aille voir maman. Elle a besoin de moi. C'est très difficile à gérer pour les soignants. Ça. Et pour les aidants familiaux, n'en parlons pas. C'est-à-dire que c'est une conviction délirante. Donc, comment le traiter? Des fois, ils vous disent aussi, c'est ce qu'on appelle le syndrome du miroir. C'est-à-dire qu'ils vous disent, enfin, les soignants vous disent, attention, il a frappé le miroir parce que l'image qu'ils voient dans le miroir, non seulement ils ne reconnaissent pas leur image, mais l'image qu'ils voient dans le miroir sont des ennemis pour eux. Ils vont jusqu'à frapper le miroir. Donc, la thérapie non médicamenteuse, ça s'appelle de la réorientation thérapie, c'est-à-dire on change l'environnement, bon, on enlève le miroir, ou bien on met des photos sur le miroir, mes soignants avaient mis ça en place. Donc, vous voyez, il y a une thérapie à mettre en place. Il ne s'agit pas de mettre un antipsychotique pour dire, ah bah tiens, il frappe le miroir, on va l'arrêter. Non, on réfléchit, et on gère son environnement. Vous voyez, ce sont des choses simples comme ça. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous dire, parce que j'ai qu'une petite demi-heure, et ça suffira, vous dire un petit peu en fonction des cas, les thérapies qu'on va mettre en place, ça me permettra de vous expliquer les thérapies à mettre en place dans une méthode TNMP, la méthode que j'ai faite quand j'ai sorti mes livres il y a quelques années, et qui se développe d'ailleurs sur 190 établissements, avec l'ARS aussi, parce qu'en fait, c'est une méthode de prise en charge bienveillante en EHPAD, avec surtout les soignants qui sont la base. Hein. C'est ces soignants qui ont une véritable expertise sur le projet de vie de la personne, sur la manière dont elle se comporte, sur les affinités qu'elle a, sur le lien en famille, et qui malheureusement, souvent en structure, en EHPAD, on a tendance à oublier. C'est une expertise. Quand on leur dit, vous savez des choses que nous, on ne sait pas, en tant que médecin, on va avoir une notion globale du trouble du comportement. Eux, ils vont vous dire, mais quand je rentre dans la chambre, je sais qu'elle a besoin que je lui parle de son petit-fils, et à ce moment-là, j'arrive à accéder aux soins. Ou quand je touche, je sais qu'il faut absolument lui dire avant que je vais toucher son corps. Il faut toutes ces choses-là que eux savent et qu'on va utiliser pour mettre en place ces thérapies non médicamenteuses personnalisées. Donc, vous avez bien compris que ce n'est pas des TNM, hein, ce n'est pas les thérapies dont j'ai parlé, mais une méthode de diagnostic qui permettra de prendre en charge les troubles du comportement. Donc, cette méthode, elle est basée sur la réunion et de réfléchir sur les causes. On va aller directement à ce schéma qui va vous permettre de comprendre l'idée. Et puis, on va prendre un exemple. Donc, dans ma structure, dans mon EHPAD, il y avait une dame qui criait quand elle rentrait quand elle rentrait dans le restaurant le soir à 18h, 18h30, parce qu'on mange à 18h30 en EHPAD. J'en ai parlé hier avec vous, au colloque d'hier. Cette dame criait le soir. Alors, on aurait pu dire, puisqu'elle crie, on va mettre un neuroleptique, un antipsychotique. On sait tous que ça fonctionne pas, à part que vous allez sédater la personne. Donc, on a fait une réflexion, on a réfléchi. Et on s'est dit, parce qu'une aide-soignante me dit, mais elle crie quand elle rentre, mais on a l'impression quand elle rentre dans le restaurant, il y a du monde, elle est gênée, elle est pas bien, elle est angoissée. En fait, ce dont elle me parlait, c'est une peur, et la peur en psychiatrie, ça s'appelle la phobie. Cette dame avait une agoraphobie, la peur des espaces larges et du monde. Donc, dans ces cadres-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Eh bien, dans ce cadre précis, ce qu'on peut mettre en place quand c'est une agoraphobie, eh bien, on peut mettre en place une réorientation thérapie et une thérapie comportementale. Alors, la réorientation thérapie, c'est tout simple. Là, il y avait une dame qui est orthophoniste, les psychomotriciennes aussi connaissent. La réorientation thérapie, c'est changer l'environnement pour que la personne soit mieux. Environnement temporo-spatial, c'est tout simplement ça. Donc, dans le cadre précis pour elle, quand on veut changer l'environnement, on l'a mis à distance des autres résidents. Elle mangeait seule un petit peu à distance des autres, tout simplement.
et on a fait baisser le cri entre 30 et 40%. Aucun antipsychotique va faire pareil. La deuxième thérapie qu'on pouvait mettre en place, c'est une thérapie comportementale qu'on fait souvent chez l'adulte. On a parlé de l'enfant, mais on parle aussi chez l'enfant quand on veut désensibiliser, par exemple, une phobie ou un trouble obsessionnel. On fait des thérapies comportementales. C'est-à-dire qu'en gros, on vous fait aller dans un bus quand il n'y a personne, et puis une fois que vous vous habituez au bus, eh bien, on va vous faire aller à une heure où il y a un peu plus de monde pour que vous vous habituez progressivement au monde. Et bien là, on l'a mis dans un espace qui s'appelle l'espace Nuzzlen. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, vous connaissez, c'est l'espace multisensoriel, c'est-à-dire on la met dans un espace où on diffuse quelque chose de personnalisé, un parfum qu'elle a aimé, c'est-à-dire que si c'est du parfum de lilas, on lui met pas du parfum de lavande, on lui met une musique qu'elle a aimée, si elle aime du Mozart, on lui met pas autre chose, et une fois qu'elle est dans un lien, parce que ça se met en lien avec une mémoire qui s'appelle la mémoire des représentations perceptives, c'est une mémoire qui reste longtemps en place malgré la dégradation des autres mémoires. Donc, on la met dans ce cadre-là, et puis on fait, alors nous, c'était la psychomotricienne qui le faisait, on fait rentrer une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, jusqu'à qu'elle s'habitue au monde. Donc, une technique comportementale adaptée aux troubles cognitifs, hein, puisqu'on ne peut pas, évidemment, aller demander à une personne âgée d'aller dans des bus ou des cars quand il y a du monde ou pas du monde. Mais après, on s'est dit, et c'est ça l'idée, c'est qu'on a une réflexion hebdomadaire, la réunion d'après, on dit, eh ben, ça marche pas. On se tourne vers les soignants, alors ça va, ah non, elle crie toujours. Eh ben, on s'est trompé ou de thérapie ou de cause, comme un diagnostic médical traditionnel, hein. On se trompe, eh ben, on s'est trompé de diagnostic ou de code, on change. Donc on s'est dit, est-ce que, alors là c'était encore une aide-soignante qui me dit, là, il y avait une fille, sa fille restait avec elle toute la journée, enfin tout l'après-midi, elle était très aimante, elle restait l'après-midi avec sa maman, et quand elle partait le soir pour la laisser rentrer dans le restaurant, eh bien la dame âgée se mettait à crier. Donc on s'est dit, est-ce que c'est pas une angoisse de séparation? L'angoisse de séparation, elle est très fréquente dans la maladie d'Alzheimer quand les gens rentrent en institution, parce qu'évidemment, quand vous entrez en institution, il vous manque les êtres chers que vous avez aimés et l'endroit dans lequel vous avez vécu. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est pas une angoisse de séparation, qui est une anxiété vraie, qui est dans le DSM-5, c'est une anxiété bien reconnue. Alors, l'angoisse de séparation, ben, s'il n'y a pas 36 manières de traiter l'angoisse de séparation, c'est la médiation. La médiation, c'est, pour être très simple, c'est de mettre un individu, un objet, un animal qui va combler l'espace laissé par l'être aimé, qui manque. Donc, là, je veux dire, pour être assez frais, j'ai expertisé pour l'ARS un PASA de nuit, c'est-à-dire que une mise en place de troubles la nuit. Et il y avait une dame qui déambulait la nuit de manière anarchique, et ils avaient mis et cette dame, ils ont donc vraiment réfléchi, la méthode TNP, la cause. Cette dame avait une angoisse de séparation de son ancienne vie, mais d'un chat qui est mort et d'un chat qui était très investi. Donc ils ont amené un chat mécanique qui ronronne, mais un mécanique. Alors je l'ai vu hein, sur le lit, on le voyait ronronner, on a l'impression que c'était un chat. La déambulation de cette dame est passée à zéro. Déambulation anxieuse, où elle cherchait à fuguer, zéro, avec zéro Stilnox, zéro Imovan, zéro Loxapac, zéro Risperdal, fait ce que vous voulez, à part un chat mécanique. Voilà. Donc, c'est quand même un peu mieux traitant que de mettre un produit dans ce cadre-là. Donc, pour en revenir à mon cas de figure, la dame qui est rentrée dans le restaurant quand sa fille partait, ben, on a demandé tout simplement à la fille de rester. C'est une médiation par la fille. Si elle avait la gentillesse de rester au restaurant, elle l'a fait pendant un temps. Après, elle était fatiguée. On donnait à la dame âgée un objet parfumé au parfum de la fille. Ça marchait un temps. Après, avec la dégradation cognitive, les choses qui marchent un temps doivent être évaluées en fonction de la dégradation. Mais en tout cas, oui, je mets en bas aussi l'espace multisensoriel Snoezven parce que dans l'angoisse séparation, il y a une angoisse séparation qui est très célèbre, mais tristement célèbre. C'est l'angoisse qu'on appelle le syndrome de Godot. C'est, vous savez, quand il vous accroche comme ça, quand vous êtes travaillé avec les Alzheimer, dans les secteurs protégés, vous avez souvent des Alzheimer qui vont vous accrocher. Mais ils vont vous accrocher parce qu'ils ont une angoisse de séparation majeure. Et quand on enlève, quand on se sépare d'eux, ça provoque un marasme affectif. Ils s'effondrent. Donc, il faut faire très attention parce que ces troubles-là qui sont pas très violents, si on les traite pas, à un moment donné, ils vont devenir violents. C'est-à-dire que s'ils accrochent, alors s'ils accrochent à un soignant, ça va, ils vont dire, madame, monsieur, allez, laissez-moi travailler, je vais me détacher. Mais les autres résidents n'ont pas la même diplomatie et donc, du coup, ça provoque des violences. Donc, il faut traiter ces troubles du comportement avant qu'ils deviennent violents, qu'on appelle des troubles perturbateurs. Donc, dans le Godot, ben, c'est pareil que le cas de l'autre figure. On le met dans un espace sensoriel, on le met en lien avec la mémoire des représentations perceptives, c'est-à-dire qu'on met le bon parfum, la bonne musique, etc. Et un professionnel lui apprend à se séparer doucement jusqu'à qu'elle s'habitue ça rentrera dans une mémoire qui s'appelle à la fois des représentations perceptives et à la fois de la mémoire procédurale. Petit à petit, elle va associer la séparation à quelque chose de positif.
On continue, hein, mais je vais pas faire tout le détail des causes possibles de troubles. Mais ça peut être aussi un trouble obsessionnel compulsif, le cri. Hein. Ce sont les cris, vous savez, les TOC, on a parlé des phobies. Les phobies, c'est une crainte liée à un endroit, un objet qui est phobogène. Donc, que font les phobiques? Ben, ils évitent, ils font l'évitement, on appelle ça un syndrome d'évitement, ou ils ont un objet contraphobique, c'est-à-dire qu'ils amènent quelqu'un de cher qui va les rassurer, ou un soignant quand ils sont par exemple claustrophobes, ben, ils vont prendre les escaliers, ou alors s'ils ont peur du monde, ben, ils vont prendre les petits magasins au lieu des grands. Le TOC, le problématique du trouble obsessionnel compulsif, c'est que ce sont des gens qui sont obsédés par des idées en permanence. Il n'y a pas d'endroit qui provoque ça. Donc, ils sont obsédés et ils sont en souffrance en permanence. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de se défendre de ça? Eh bien, ils compulsent. Ils mettent en place des rites. Alors, ils crient ou alors ils disent 5, 6 fois un prénom. Ou ça, je parle de l'Alzheimer, mais même nous, quand on a des TOC, ben, on va peut-être compter 10 fois dans notre tête. On va d'essayer de mettre des choses en place pour éviter d'être envahi par ces obsessions. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de ça, mais là encore, on va rejoindre des thérapies comportementales. J'en parlais tout à l'heure pour l'enfant, puisqu'on a parlé de l'enfant tout à l'heure dans une très belle intervention. C'est que l'enfant, par exemple, quand j'avais un enfant en consultation qui se levait 9 fois la nuit pour se laver, hein, c'est ce qu'on appelle un syndrome de propreté, et il était parce qu'il était dans un marasme affectif avec une grande violence familiale dans un divorce qui se passait mal. Et donc, lui, il se levait la nuit pour chasser ses obsessions. Et en fait, en thérapie comportementale, ben, on a fait tout simplement, on lui a dit, écoute, si tu te lèves moins, si tu te lèves moins pour te laver, tu auras des gratifications, ce qu'on veut, objets, des jeux ou des sucreries ou des choses comme ça. Ce qui a permis quand même à l'enfant de redormir et de se rescolariser. Hein. Donc, quand même, on est arrivé. C'est tout à fait, comment dire, c'est une thérapie du comportement. On ne va pas dans le détail des choses, ça se fait ailleurs, ça. Je ne parle pas des psychothérapies d'inspiration analytique, mais c'est un moyen de faire. Donc, je reviens à mon cas de figure. Ça aurait pu être un TOC qu'on aurait désensibilisé. Je vais, pour pas être trop long, parler d'une autre, puisque finalement, je reviens sur mon cas de figure pour être très, très clair, de manière à ce que vous rappeliez des choses. On a évoqué une autre cause. Cette dame criait quand la nuit tombait, vers 18h30, bon, en hiver, en été évidemment moins, mais quand la nuit tombait. Donc, est-ce que cette dame n'était pas victime d'un autre trouble anxieux qui s'appelle l'anxiété vespérale, dont j'ai parlé au tout début dans mon cas de figure de l'introduction? Donc, si c'est une anxiété du soir, on va mettre en place de la réorientation en thérapie, c'est-à-dire qu'on va aménager l'environnement du soir. On va mettre une lumière, une musique. Je dis ça parce que pour l'ARS, quand on a développé le palade de nuit, c'était suite à une expérimentation dans mon EHPAD. Et la nuit, on a changé l'environnement de nuit, c'est-à-dire qu'on a mis en place un dallage lumineux qui s'allume à heure fixe, une musique qui s'allume à heure fixe, et on a mis les soignants en habit bleu nuit, c'est-à-dire pyjama, par rapport aux soignants de jour. Parce que dans l'angoisse vespérale, ce qui est important, cette inversion du rythme veille-sommeil, ce sont des résidents qui sont angoissés parce que la nuit tombe, ils savent pas que la nuit tombe, et ils voient plein de soignants le jour, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Il reste beaucoup moins de personnes la nuit, et ils savent pas pourquoi. Donc on va renforcer par des synchroniseurs bienveillants, en mettant des lumières adaptées, en mettant des musiques adaptées, en mettant un habit adapté. Les Canadiens vont même plus loin que ça, ils mettent carrément les personnes en pyjama, ça s'appelle, je pense que vous connaissez, ça s'appelle le Carpe Diem, hein, le système HOME, H-O-M-E. Donc bon, nous, ne demandez pas, d'abord, ils ne voulaient pas se mettre en pyjama, déjà. Donc, donc du coup, on a mis en couleur bleu nuit après une discussion, hein, parce que se mettre aussi en pyjama, c'est aussi dire qu'ils sont chez eux, alors qu'ils sont pas vraiment chez eux, ils sont quand même en institution. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, c'est une discussion qui peut être ouverte. En tout cas, en faisant ça, dans cette expérimentation que j'avais faite grâce à l'ARS, on a vu que la déambulation, l'agitation et le cri avaient baissé de 50-60%. Ça a donné lieu à une publication internationale, mais j'aurais pas le temps de vous la présenter. Et du coup, après, on a développé ça dans 85 EHPAD en ARS PACA, là, autour des palades de nuit, et ça marche très, très bien, et c'est assez bienveillant. C'est quand même fou qu'on ait oublié quand même que la nuit, il y a des troubles du comportement, quoi. Depuis, on a monté des EHPAD, et puis on s'est dit, la nuit, je sais pas, ils sont morts, les gens? Non, ils sont pas morts, ils existent. Ils déambulent, ils agitent, ils peuvent s'agiter, voilà. Il faut mettre en place des thérapies par des structures comme ça. Ça peut être aussi, et je vais un peu au bout du truc, mais ça peut être aussi une autophobie, c'est encore une phobie, c'est encore un trouble anxieux. L'autophobie, c'est quand ils sont dévalorisés, quand ils sont abandonnés. Ils ont un syndrome d'abandon.
Et les soignants vous le décrivent, c'est toujours pareil, hein, c'est les soignants, moi, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils disent. Les soignants vous disent, ah ben, ils sont toujours avec nous, ils ont besoin d'être avec nous. Si on les laisse seuls, ils sont pas bien et ils sont agités. Ben, le traitement de l'autophobie, quand vous êtes dévalorisé, il n'y en a pas 36, c'est le Montessori, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une technique qui va valoriser en tenant compte des capacités restantes. En tenant compte des capacités restantes, c'est très important. Je vais passer sur les troubles anxieux. Euh, il y a aussi le trouble de l'humeur, la dépression, hein, évidemment, qui peut aussi donner des troubles. Alors, la dépression, chez la personne âgée, ça se traduit plutôt par ce qu'on appelle une clinophilie. Ils restent très, très souvent dans le lit. Ils ont plus d'envie de manger, plus envie de voir leurs enfants, plus envie de voir les photos de leurs enfants. Là-dessus, c'est un peu alarmant. Il faut mettre des choses en place. Et avant de mettre un antidépresseur, réfléchissons un petit peu sur comment mettre en place des activités qui vont permettre, et surtout un lien avec leur passé, pour mettre en place une psychothérapie adaptée aux troubles cognitifs. Mais par contre, méthode de Montessori, il ne faut jamais les mettre en échec. On avait un pâtissier dans notre structure qui était un pâtissier il y a quelques années, donc je pense que vous ne vous rappelez pas, donc c'est un pâtissier de renom, et qui malheureusement, là, il est décédé maintenant, et à l'époque, il est venu dans notre établissement parce qu'il avait une maladie d'Alzheimer en secteur protégé, parce qu'il était très agité. En lien, la cause, c'était une dépression évidente, une dépression liée au fait qu'il ben, sentait qu'il perdait la maîtrise de son environnement. Et là, la thérapie personnalisée, hein, donc la démarche est toujours pareille, trouble, cause, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Ben, la thérapie là-dessus, c'est une thérapie à travers la pâtisserie, puisqu'il était pâtissier. Mais on a fait le Montessori, c'est-à-dire qu'on l'a jamais mis en échec. Au départ, il faisait des gâteaux élaborés devant tout le monde. Il sortait d'ailleurs en gagnant pas mal de points à l'échelle de la dépression. Ensuite, il battait les œufs en neige et à la fin, il passait le rouleau à pâtisserie. On a accompagné. L'erreur aurait été de lui faire des gâteaux élaborés, de le voir mettre la main dans la crème et se rendre compte lui-même qu'il était en échec. Donc, on fait attention. Alors après, on se heurte aux familles. Moi, je me rappelle, la fille m'a dit, je supporte pas de voir mon père passer le rouleau à pâtisserie alors que c'était un grand pâtissier. Mais c'est ce que je lui ai dit, madame, l'idée, c'est pas de faire des performances. L'idée, c'est de maîtriser son environnement et d'avoir un plaisir à remaîtriser un environnement qui perd progressivement. J'avais fait une conférence à des médecins coordonnateurs qui m'avaient dit, nous, on avait un artiste, un pianiste célèbre qui était chez nous, maladie d'Alzheimer, dépression liée, donc, qui se traduisait par des troubles du comportement agressif. Et évidemment, il y avait un vieux piano, donc il est dans l'EHPAD. Donc ils ont dit, bah, tiens, on va essayer de faire de la réminiscence-thérapie, on va se mettre en lien avec son passé, avec l'objet qui comptait énormément, c'est-à-dire le piano pour lui. Et il a joué, et évidemment, il n'a pas pu jouer ce qu'il savait faire au niveau où il était avant. Et il est sorti complètement déglingué. Il avait oublié d'étudier les capacités restantes, c'est-à-dire que s'il sait jouer au clair de la lune avec un doigt, ça suffit. L'essentiel, c'est qu'il y ait un vrai lien avec le piano, avec son instrument principal, et qu'il ait une maîtrise du sujet. Je passe là-dessus, parce que je ne vais pas aller sur la musique, ce serait intéressant, mais on n'a pas le temps. Après, on a tous les troubles, on a la cause apathique. Il y a 4 causes, en fait, hein, de déclenchement. Anxiété, avec tous les troubles phobiques, je vous l'ai fait, les TOC, etc. La dépression et les troubles de l'humeur, cyclothymie et troubles bipolaires. Troisième cause très importante, majeure, parce que c'est certainement la cause de trouble la plus importante chez l'Alzheimer, c'est l'apathie. Alors, l'apathie, c'est pas une dépression, c'est pas un manque d'envie ou de désir, ce qu'on appelle l'anédonie ou la boulie en psychiatrie. L'apathie, c'est un manque de motivation. C'est neurologique. C'est un dysfonctionnement cortico-sous-cortical et cette manque de motivation va empêcher la personne d'aller initier des mouvements. Par exemple, quand les aides-soignantes arrivent ou un aidant dit Madame, il faut que vous buviez, je vous donne le verre d'eau, incapable pour la personne de répondre. Par contre, si vous amenez le verre à la bouche, il y aura une réponse possible. Hein, ils ne peuvent pas initier, mais ils peuvent répondre, en tout cas pendant un long moment de leur maladie. Si vous dites à un apathique, monsieur, il faut faire quelques pas, ça va vous faire du bien, il ne va pas répondre. Par contre, si vous amorcez les pas, il y aura des pas possibles. C'est ça, l'apathie. Et la réponse, c'est de la réorientation de thérapie, c'est-à-dire je m'adapte à son environnement. Je m'adapte moi à son environnement, c'est-à-dire j'amène le verre à la bouche. Et c'est ça, c'est là où les soignants sont experts, parce que moi je vois faire dans les pads quand ils arrivent et qu'il fait chaud, ils mettent le verre à tous les personnes âgées qui peuvent boire, qui ne sont pas apathiques, et ceux qui ne sont pas apathiques, ils font boire. Ben, en fait, ils ont fait la thérapie non médicamenteuse. Hein. Ils ont fait le diagnostic, à part quand ils ne le savent pas, on leur dit. Il y a un trouble du comportement qui est un manque d'initiation, la cause, l'apathie, la thérapie, ben, je m'adapte à la personne, je mets le verre. Le drame, c'est quand il y a des intérimaires et des vacataires qui mettent les verres comme ça,
Et puis ils reviennent après, ils récupèrent tous les verres qui sont bu ou pas bu. Le problème, c'est que l'apathique, il a soif et qu'il n'a pas bu. Et il passe, pardon, et il passe ensuite à un acte agressif. Je n'ai pas du tout regardé le timing, mais vous me direz où j'en suis. Le trouble psychotique, alors ça, c'est, vous savez ce que c'est que la psychose, pardon? Voilà, oui. Les troubles psychotiques, c'est, allez, on va dire, c'est la folie, c'est la schizophrénie, la paranoïa chez l'âge adulte. Ce sont des gens qui ont une incapacité d'insight. Insight, c'est la reconnaissance de leur propre maladie. Hein, les schizophrènes, quand vous leur dites vos voix viennent de votre cerveau, ils vont vous dire non, non, les voix, elles existent. Écoutez, docteur, vous devriez aussi vous-même les écouter. Alors que nous, ici présents, on a des obsessions ou des choses comme ça, mais on sait que même si ces obsessions sont des fois un petit peu délirantes, on sait que c'est notre cerveau qui les crée. Ouais, c'est plus fort que moi, mais c'est mon cerveau. Alors que dans les troubles psychotiques, il y a pas d'insight. Donc, le trouble, on a dit, je vais être très rapide, mais dans les troubles interprétatifs, vous avez les persécutions délirantes. C'est quand ils vous disent, la femme de chambre m'a encore volé, la femme de ménage m'a encore volé. En EHPAD, c'est la SH. Ces persécutions ou ces jalousies qui sont en place et qui sont délirants et qui sont mis en place par la maladie d'Alzheimer. Vous avez aussi dans l'interprétation, on va être un peu rapide, mais je vous l'avais dit tout à l'heure, les syndromes du miroir, quand ils ont c'est une conviction délirante. Le syndrome les personnages fantômes, quand ils ont l'impression que maman est toujours vivante, etc. Il y a un autre terme, mais c'est un peu barbare, qui s'appelle la parapnésie réduplicative. Ça s'appelle un cabras inversé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens, cabras de lieu, ce sont des gens qui ont l'impression d'être chez eux en EHPAD et qui vous disent, ah, mais je suis chez moi, ne rentrez pas parce que je suis chez moi. Alors, ils empêchent les soignants de rentrer, voire même, ils sont des fois agressifs. Ils vont dehors, ils empêchent les gens de passer devant le couloir qui sont devant leur chambre. Ça peut être l'inverse, à domicile, ils se sentent plus chez eux. Et ça se traite aussi par de la ROT à distance, en mettant des photos de son domicile, des photos de la structure où ils sont, et on leur montre bien à quel point c'est fausse. Il y a d'autres syndromes comme le Capgras, je ne sais pas si vous connaissez, où là carrément, non seulement ils ne reconnaissent pas leur enfant, mais ils ont l'impression que leurs enfants sont les sosies de leur enfant. C'est un truc dramatique et qui provoque souvent de la violence et qu'on voit assez souvent. Euh, il y a aussi des troubles hallucinatoires chez le malade d'Alzheimer, plus sur notre maladie neurodégénérative qui s'appelle le corps de Lévy, où c'est plus fréquent, mais il y en a aussi dans la maladie d'Alzheimer. Et là, dans ces cadres très précis, on peut s'aider d'un antipsychotique pour nettoyer l'hallucination, pour pouvoir mettre en place une thérapie non médicamenteuse. Hein, dans ma structure, on avait une dame qui avait un corps de Lévy, donc ils sont souvent, je vous l'ai dit, très hallucinés. Et ils mettaient en place un non médicamenteux avec, c'est une dame qui avait son mari qui venait le week-end, qui était très gentil, et ils faisaient une thérapie de médiation. Ils essayaient de travailler avec le mari, avec des photos. Le mari essayait de faire ce qu'il pouvait par rapport à cette angoisse de séparation. Mais le problème, c'est que cette dame était avec corps de Lévy. De temps en temps, il y avait des hallucinations qui l'envahissaient et qui faisaient qu'elle pensait que le soignant était un ennemi pour elle. Et elle frappait de manière très violente. Hein. Parce que les soignants prennent cher hein, si on s'en occupe pas. C'est pour ça que ces réunions, c'est un effet cathartique aussi. C'est un effet pour eux, c'est un effet d'échange, c'est un effet de comité de pratique. Enfin, c'est quelque chose qui. D'ailleurs, il y avait un médecin du travail parce que cette réunion, elle a été filmée. D'ailleurs, la réunion qu'on fait, elle a été filmée par TF1, par la chaîne parlementaire. Enfin, elle est assez connue parce que c'est aussi une réunion sur le personnel. Et le personnel, c'est ce qu'on appelle une comité de pratique. C'est-à-dire qu'ils échangent, ils appartiennent à un groupe d'experts et ils ont aussi l'acculturation. C'est-à-dire qu'on en profite pour leur monter d'un cran le niveau. Donc, c'est vraiment, il y a les trois fondamentaux. Donc, je reviens à ce que je disais, parce que j'ai fait une digression. Mais j'en fais souvent. Les hallucinations, ils avaient ces hallucinations qui envahissaient ces dames et qui frappaient. Et ils me disaient en réunion, et en plus, quand ils sont vraiment formés à ça, les soignants freinent pour le médicament. Et ça, c'est super. Hein. Parce que des fois, dans certaines structures, pas toutes heureusement, c'est agitation, mettez un médicament. Ils attrapent le médecin qui passe. Ah non, non, mais on n'en peut plus, mais ça pour moi, c'est quelque chose d'horrible. Il est agité, on met un produit. Tu n'as pas réfléchi à la cause. Il y a peut-être une cause d'abord. Réfléchissons. C'est peut-être une dépression, c'est peut-être autre chose qu'un neuroleptique qu'on peut mettre. C'est peut-être aussi il vient de rentrer en structure, il a le droit d'être un peu agité pendant un moment, d'être angoissé pendant un mois. Enfin, cette réflexion-là, on a besoin. Je ne dis pas que ça élimine le médicament, mais la réflexion, enfin, l'idée agité égale produit, il faut arrêter dans toutes les structures. Enfin, ça. Et bon, heureusement, de plus en plus de professionnels y viennent. Hein. Donc, dans cette réunion, il y a cette hallucination et ils me disent, on n'y arrive pas, mais on va continuer. Je dis, ben non, là, on a besoin d'un psychotique. Là, on a besoin de nettoyer les hallucinations
pour que vous puissiez continuer à travailler sur le non-médicamenteux. C'était donc une aide pour qu'ils puissent... Un dépressif qui est au fond du lit, si vous voulez mettre des animations que vous n'arrivez pas, si vous voulez mettre des thérapies que vous n'arrivez pas, ça ne me gêne pas de mettre un antidépresseur. On attend 17-18 jours qu'il y ait l'activité du produit pour ensuite mettre, une fois qu'il est un peu plus dans le lien, qu'on puisse en mettre la thérapie. Quand c'est facilitateur, ça me va. Et quand c'est simplement à but de contention, ça ne me va pas du tout. Donc, on a mis ce produit. Alors, dans le corps de Lévy, il faut mettre un produit qui est particulier qui s'appelle la clozapine et Deponex parce que vous savez que dans le corps de Lévy, il y a des Parkinson associés et que c'est très dangereux de mettre un antipsychotique qui aggrave l'état parkinsonien, enfin le syndrome extrapyramidal. Donc, on a mis ça en place et ça a réduit. Alors, voilà, j'arrive au bout parce que sinon, je vais me faire gronder sur le timing. Hop. Oui, ben voilà, c'est fini. En fait, c'est ce système-là qu'il faut penser, c'est-à-dire, c'est du livre. Hein. En gros, quand on a un trouble, arrêtons de penser produit, on réfléchit. Trouble phobie, envoi de séparation, anxiété spirale, état dépressif, tout peut être évoqué en fonction de l'individu. Hein. Chaque individu est différent. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on dit maintenant on va mettre du Montessori partout et c'est super. Non, chaque individu aura besoin du Montessori ou d'autres choses, ou de la réorientation-thérapie, je vous l'ai dit. C'est en fonction de l'individu et de votre vie. Si vous êtes toute votre vie, vous avez été claustrophobe, vous avez évité les ascenseurs, quand vous êtes âgé, que vous avez Alzheimer, vous mettez dans l'ascenseur, vous avez le droit d'être agité. Et vous avez le droit d'être agité après ou pendant l'ascenseur. Donc, je veux dire, chaque individu est différent et il faut en tenir compte. Je vous remercie.